Jean-François Gaspard, je suis sociologue euh, et j'enseigne et je suis responsable de la recherche dans un de ces masters patchwork, pour reprendre l'expression qui a été utilisée tout à l'heure, donc qui est un master en ingénierie et action sociale qui est co-organisé par la Haute École Louvain-Hainaut et par la Haute École Namur-Liège-Luxembourg. En dehors de ça, je suis membre associé du Centre européen de sociologie et de sciences politiques qui est hébergé à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Alors, ces ateliers, on pourrait se poser la question finalement quand on se dit c'est quoi être sociologue, c'est quoi être anthropologue, on pourrait aussi poser la question de manière très triviale en se demandant à quoi ça sert la sociologie. C'est une question très triviale et on sait que ce type de question, à la fois, il peut y avoir des dérives instrumentales, que ça peut donner lieu aussi, ces questions, à quoi ça sert, à des réponses parfois très dures. On pense peut-être ici au bouquin de Yves Lacoste qui avait été publié en 1972 et qui vient de reparaître. Et lui, il ne se posait pas la question de savoir à quoi sert la sociologie, mais la question qui se posait, c'est à quoi ça sert la géographie. Et il répondait, c'était le titre de son bouquin, la géographie, ça sert à faire la guerre. Donc c'était une espèce de vision claire, ou en tout cas désenchantée, d'une discipline. Plus récemment, Bernard Lahire a dirigé un ouvrage qui s'appelle À quoi ça sert de faire la sociologie. Et il y avait une série de sociologues qui ont répondu à cette question, et notamment il y avait Robert Castel qui disait faire de la sociologie, c'est répondre à une demande sociale. Alors ça, c'est une vision de la sociologie. Il y a sans doute, et il y a bien évidemment d'autres visions de la sociologie. Et dans cet atelier, aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement sur le rôle, la place de la sociologie et de l'anthropologie dans le monde marchand. Alors Didier de Mazières le disait tout à l'heure, sociologie et entreprise, c'est deux mondes qui sont rétifs l'un à l'autre, qui sont ou qui étaient rétifs l'un à l'autre. Le fait est ici qu'à cette table, on a trois sociologues, trois anthropologues qui sont insérés professionnellement dans le monde marchand, et ils vont nous raconter ce qu'il en est de leur expérience professionnelle dans le monde marchand. Alors je leur demanderai à chacun de se présenter en début d'exposé. Donc on va d'abord commencer parole à Alexis. Je demande d'abord par Olivier, par Alexis Van Espen, parce qu'il va s'appuyer sur l'équivalent d'un PowerPoint. On passera ensuite à Olivier Wetley et on terminera avec Luc Albarello. Donc je passe la parole à Alexis et je lui demande d'abord de se présenter. Voilà, bonjour à tous. Alors, me présenter en quelques mots avant de vous parler de l'Institut de neurocognitivisme. Un petit rappel très bref sur mon parcours de sociologue. Donc, j'ai fait mes candidatures à l'époque où c'était encore des candidatures, ici à Saint-Louis, et j'ai été diplômé de sociologie à l'UCL en 2003. Après quoi, j'ai commencé dans le monde de la recherche, dans le monde académique, à Saint-Louis d'abord, donc où j'ai travaillé sur les politiques d'éducation, aussi une recherche sur la mobilité, et j'ai également eu l'occasion de travailler aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur jusqu'en 2010, sur des enquêtes portant sur la vidéosurveillance et la vie privée, les politiques de vie privée. Donc un parcours de sociologue et un parcours qui commence dans la recherche et puis qui après bifurque vers l'Institut de neurocognitivisme. Alors, pour parler de l'Institut de neurocognitivisme, il faut peut-être parler d'abord de ce que c'est que le neurocognitivisme, comment ça a commencé. En fait, en 1987, un docteur, un médecin, Jacques Fradin, à Paris, fonde l'Institut de médecine environnementale, supporté financièrement par Pierre Morkens. L'Institut de médecine environnementale, il y a deux mots, il y a médecine et environnementale, et le mot qui se raccroche à la sociologie, à des thématiques qui nous concernent, c'est environnement.
Et Fradin était intéressé par tous les travaux d'Henri Laborit, qui avait travaillé sur les rats, et notamment sur les dynamiques grégaires chez les rats, les stratégies de dominance, de soumission, de structuration des groupes, et les différents types de stress, la fuite, la lutte, et aussi l'inhibition, et en quoi ça pouvait structurer des groupes de rats et amener des collectifs animaux à un certain équilibre. Et donc les travaux d'Henri Laborit avaient beaucoup d'écho et de résonance parmi des chercheurs qui s'interrogeaient sur la société contemporaine, et notamment la société contemporaine, productiviste, métro-boulot-dodo, où chacun était assigné à une résidence sociale dans une hiérarchie. C'était l'ambiance années 80. Alors Jacques Fradin, à l'IME, à l'Institut de médecine environnementale, a commencé à travailler sur le stress dans les sociétés contemporaines, et notamment le stress en milieu professionnel. Et il y a une première enquête en 2004, l'Observatoire de la vie au travail, l'OVAT, et en 2011, l'ESTIME, l'étude sur le stress au travail de l'IME, dont les résultats ont été publiés récemment. L'approche neurocognitive et comportementale s'appuie donc sur beaucoup de ressources de psychologie. On entend les mots cognitivisme et comportementalisme, et aussi sur beaucoup de recherches récentes sur le cerveau, et notamment sur les territoires de décision du cerveau, qui commencent à être de mieux en mieux cartographiés et connus. Alors, quel est le rapport avec la sociologie ? Pour diffuser ces connaissances, qui étaient jusqu'à présent très conceptuelles, très académiques, justement au sens fort du terme, Pierre Mourkens a eu l'idée en 2008 de fonder l'Institut de neurocognitivisme. C'est donc une entreprise récente qui avait pour vocation de vulgariser, de divulguer les connaissances qui avaient été explorées à l'IME, et aussi d'en faire des outils commercialisables, vendables, utiles à des particuliers ou à des sociétés. Alors dans la pratique, que faisons-nous ? De la divulgation, je l'ai dit, à travers la publication de livres, d'ouvrages, grand public, des formations qui s'adressent à des individus ou à des organisations. On intervient par exemple en entreprise, lorsque des entreprises sont confrontées à du stress au travail, à des problèmes de conflit, à des équipes qui fonctionnent mal, à des restructurations. On peut intervenir soit avec des formations en interne, soit avec de la consultance pour cartographier les problèmes, les diagnostiquer. C'est vraiment une perspective très médicale, donc un diagnostic, et proposer des solutions de remédiation. Rien que tout à l'heure, dans l'antichambre, avant de commencer cette journée, j'ai entendu le mot stress au moins trois fois. Donc le mot stress est une réalité qui nous concerne, à laquelle nous sommes tous confrontés. Et donc à un moment donné ou l'autre, ce stress peut devenir plus ou moins pathologique, il peut avoir des conséquences, et une entreprise peut se dire qu'il est rentable et intéressant pour elle de faire appel à des spécialistes qui vont pouvoir diagnostiquer ce stress et proposer des pistes de remédiation. Une des idées qui nous anime aussi dans cette activité de consultance, c'est l'idée que les soft skills, donc les compétences douces, ça s'apprend. C'est-à-dire, il y a une aptitude à bien communiquer, à gérer une équipe, à gérer un conflit. Ce ne sont pas des aptitudes innées, ce ne sont pas des compétences informelles. Il y a moyen d'apprendre ces compétences, il y a moyen de se perfectionner, il y a moyen de suivre des formations. Donc ce ne sont pas des aptitudes innées, ça peut s'apprendre. Et un de nos outils d'intervention, sur lesquels je travaille en particulier, ce sont des questionnaires. Et là, ça rejoint aussi certaines compétences du sociologue, la mise en place de questionnaires sur le stress en milieu professionnel, et notamment, on met en place le VIPSO, l'inventaire de performance sociale et organisationnelle, qui est un questionnaire qui s'inspire de l'ANC, donc l'approche neurocognitive et comportementale dont j'ai parlé avant. C'est donc un questionnaire de psychométrie, de psychologie, qui, en 70 questions, essaye de cerner la problématique du stress au travail, non pas tellement à travers les contenus, c'est-à-dire est-ce que vous manquez de lumière, est-ce que vous êtes incommodé par des locaux trop petits,
est-ce que l'ergonomie de votre matériel de bureau est convenable ou pas? Ça, ce sont les contenus, ce sont les stresseurs, mais plutôt à travers des contenants, c'est-à-dire les relations au travail, la dynamique de l'équipe, la dynamique de l'organisation. Est-ce que tout cela est générateur de stress? Donc ça, c'est l'ambition du questionnaire que l'on développe, et on sent bien l'affinité qu'il peut y avoir avec le métier de sociologue. Alors, il me restait 2 branches où je mélange un petit peu diverses réflexions sur ce que la sociologie peut apporter à ce métier et ce que j'ai reçu en tant que sociologue de cette nouvelle activité. Alors, ce que j'ai découvert dans ce monde du privé, c'est d'abord une activité orientée vers les produits. On travaille beaucoup et on réfléchit beaucoup en termes de produits. Et qu'est-ce qu'un produit? C'est d'abord un travail qui a sa cohérence, donc qui est circonscrit évidemment dans l'espace et dans le temps, qui est circonscrit aussi dans ses ambitions. Donc un produit, ça ne va pas révolutionner le monde, on a certains objectifs, on veut répondre à un besoin précis, et le produit va être, si j'ose dire, très, très modeste, très limité dans ses ambitions, très circonscrit, parce qu'il va s'adresser justement à un besoin précis, et par exemple à la demande d'un client, dont nous sommes toujours tributaires. Un produit a une cohérence, et ça permet de travailler de manière interdisciplinaire. On travaille avec des psychologues, je l'ai dit, avec des spécialistes en neurosciences, mais également au quotidien avec des gens qui vont organiser une plateforme web, par exemple. Des gens qui vont nous aider à faire la validation scientifique, statistique de nos outils. La cohérence ne vient pas de la discipline, la cohérence vient du produit. Donc le produit, c'est une matrice, c'est un objectif, c'est un délivrable qui a sa cohérence et qui permet l'interdisciplinarité, parce que ce qui anime la convergence est celle du produit final. J'ai mis une petite fusée à côté du mot temps pour indiquer que dans le monde privé, on travaille avec des échéances considérablement réduites par rapport à ce que j'ai pu connaître à l'université. L'unité de temps, c'est l'heure. Et on nous demande de chiffrer notre travail en heures. À l'université, on aura plutôt des temporalités plus longues qui sont vraiment nécessaires. Et donc, il y a un ajustement, une adaptabilité nécessaire quand on passe d'un monde à l'autre. Et les deux mondes, justement, ont du mal à se combiner, entre autres, à cause de ces frictions temporelles. La manière dont on pense le temps n'est pas du tout la même. Quand je demande 2 semaines pour programmer quelque chose, on me dit, mon Dieu, 2 semaines, c'est épouvantable, c'est très très long. Donc le temps est beaucoup plus condensé, comprimé. Un produit est également une manière intéressante de penser la relativité des points de vue. On pense un produit avec un client et avec un producteur, en l'occurrence nous. Donc il y a le point de vue du producteur et le point de vue du client, mais il y a aussi le point de vue du client tel qu'imaginé depuis le point de vue du producteur, la manière dont en tant que producteur je me représente l'espace des points de vue des clients, donc la manière dont je me représente le marché, et la manière dont le client peut se représenter l'espace des producteurs, c'est-à-dire le point de vue de l'offre qui s'ouvre à lui. Par exemple, ce que nous offrons de notre point de vue peut être quelque chose de hautement spécifique, on a l'impression qu'on n'a pas de concurrence, mais alors qu'en fait, du point de vue de nos clients, nous sommes en concurrence avec d'autres spécialistes des soft skills, de l'humain, qui ont d'autres outils, par exemple des méthodes comme l'analyse en groupe, qui peuvent à un moment donné, du point de vue du client, être nos voisins du point de vue de l'offre que nous pouvons offrir, même si ce n'est pas de cette façon-là que nous, en tant que producteurs, pensons notre offre. D'accord? Donc, cette idée de produit permet vraiment de se confronter concrètement et avec un enjeu monétaire immédiat à la question de la relativité des espaces de point de vue. Et il y a une notion un peu bateau, mais que j'ai tout de même voulu remettre, c'est celle de construction. Et pas tellement construction au sens abstrait du constructivisme, même si ça peut intervenir, au sens très concret d'assemblage. Pour faire le questionnaire dont je parlais tout à l'heure, il faut mettre en place un site web, et on met en place des modules, on construit, on assemble petit à petit des compétences, des fonctionnalités, il faut écrire un manuel, il faut
rédiger des PowerPoint, il faut construire une formation, on s'adresse à des consultants qui ont d'autres types de compétences. Donc il y a une idée d'assemblage qui est extrêmement intéressante et stimulante et qui nous oblige à travailler avec énormément de compétences différentes. L'amélioration aussi, un produit, c'est quelque chose qu'on améliore. Ce n'est pas un one-shot. Donc ce n'est pas une enquête, un questionnaire qu'on va faire une fois, et puis on va faire un rapport et on passe à autre chose. Il y a dans l'idée de produit quelque chose qu'on construit, qu'on s'approprie, c'est un bébé, et on l'améliore petit à petit, on l'affine, on corrige les bugs, on améliore la validation scientifique, on fait une deuxième validation, on va le traduire en d'autres langues. Donc on améliore son produit, on le repense, on le remet sur le métier, et c'est ce qui permet de nuancer un petit peu ce que j'ai indiqué sur le temps condensé du monde privé. L'amélioration, c'est aussi ce qui permet tout de même de travailler dans le temps long, d'avoir tout de même une certaine longueur de vue qui, quelquefois, peut sembler faire défaut. Et enfin, cette notion de construction nous amène à l'opérationnalisation des concepts, puisqu'on est vraiment confronté pas seulement à l'obligation de penser, pas seulement à l'obligation de faire une théorie, mais à l'obligation de fournir un service. Et ça revient un petit peu à l'idée de la cohérence et des ambitions que l'on est obligé de préciser. Quand on opérationnalise un concept, on doit toujours penser au bénéficiaire final. Ça fait partie de l'exigence, ça fait partie de cette localisation du marché où on est obligé d'évoluer et on est toujours obligé d'indexer notre vision neurocognitive et comportementale à une certaine demande, donc à opérationnaliser le concept. Et il me semble qu'en sociologie, ça peut être quelque chose d'extrêmement dynamisant aussi, lorsqu'on pense par exemple au site de rencontre. Voilà bien un produit, un site de rencontre, qui se fonde sur une sociologie spontanée. Les gens qui ont conçu ce site avaient bien une certaine idée de ce qu'était une relation amoureuse, mettons, et en l'occurrence, ils la définissent comme une rencontre d'intérêt. On définit sur un site de rencontre ses hobbies, ses centres d'intérêt, et on suppose, c'est la théorie, c'est la sociologie spontanée sous-jacente, que un certain logiciel va pouvoir faire le matching entre ces différents intérêts. Si je me place d'un point de vue de sociologue, nous ne sommes pas tout à fait ignorants de ce qu'est le phénomène amoureux. On a des théories comme les théories des réseaux. On sait ce qu'est la densité d'un réseau, ce qui permet aux membres d'un réseau de se rencontrer. On a la notion d'habitus. Et on a une certaine idée que l'amour, c'est quoi? C'est une connivence d'habitus. C'est une concordance d'habitus. Mais dit comme ça reste encore très conceptuel. L'opérationnalisation, dans le cas d'un produit qui serait un site de rencontre, ce serait de se dire, j'ai cette idée, l'amour c'est la connivence des habitus, c'est une rencontre, une mise en résonance d'habitus, comment je vais pouvoir le traduire dans un produit concret qui sera nécessairement imparfait, qui sera nécessairement une trahison du concept de base, mais qui sera néanmoins un exercice de réflexion qui va venir également alimenter l'idée que je me faisais de la concordance des habitus. Donc, cette idée d'opérationnalisation et de produit est un dialogue potentiellement très riche avec un terrain, avec une exigence locale qui permet d'enrichir la théorie. Je conclus avec une branche sur ce que le métier de sociologue m'a appris, ce que j'ai reçu et ce que j'ai peut-être pu donner à ce métier pour l'instant. D'abord, quand on m'a appelé et qu'on demandait un sociologue, j'ai répondu à l'offre et je me suis rendu compte que ce qu'ils voulaient en fait, c'était un statisticien. Alors, pendant l'entretien d'embauche, il y a eu un petit dialogue où j'ai essayé d'expliquer que je n'étais pas statisticien. Et leur idée, l'idée qu'ils se faisaient de la sociologie, c'était les statistiques. Et donc, on a pu dégager quand même une vision où j'ai pu prendre ma place dans cette société, mais où également j'ai pu recevoir beaucoup en termes de connaissances statistiques et
notamment de psychométrie. Vu que les questionnaires, c'est un travail où l'on collabore beaucoup avec des psychologues, et la psychologie, c'est une discipline qui a abondamment recours aux statistiques, et notamment avec toutes sortes de techniques de validation de questionnaires. Et donc tout ce domaine passionnant de la psychométrie, c'est un domaine dans lequel j'avais déjà certains accrochages grâce à la formation de sociologue, mais dans lequel j'étais très loin d'être à l'aise. Et donc, ce nouveau métier me confronte et m'offre la possibilité de construire progressivement certaines compétences, encore très modestes, en psychométrie. Je vous remercie.